Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence organisée par Grisby, votre coach patrimonial. Vous le savez, chez Grisby, on aime sortir des sentiers battus et vous présenter des offres et des solutions d'investissement qui se distinguent. Ça sera le cas aujourd'hui. Vous avez vu le titre de notre webconférence, Investir dans les plus belles startups françaises et européennes. C'est une belle promesse et vous verrez qu'on n'a pas l'obligation d'être un expert ou surtout un professionnel de ce domaine pour investir dans les plus belles startups. J'en profite pour remercier chaleureusement Luc Marwenda, Adine Uzeljic de Razeo, la prestigieuse maison Euraseo qui dorénavant est partenaire de Grisby. Nous en sommes très heureux et très fiers. Merci d'avoir accepté à tous les deux notre invitation. J'ai par ailleurs la chance également d'être accompagné aujourd'hui par Jules Grenier, qui est brillant conseiller en gestion de patrimoine de Grisby Gestion Privée, qui prendra également la parole au cours de cette conférence. Merci à tous les trois. Je vais d'ailleurs tout de suite vous donner la parole pour vous présenter en quelques mots. Luc, si tu veux bien commencer. Bien, bonjour à tous, je suis Luc Marwenda, je suis un des associés de Euraseo depuis plus de 20 ans et mon travail consiste à structurer des produits d'investissement dédiés à la clientèle privée. Très bien. Adine? Bonjour à tous, moi je m'appelle Adine Uzeljic, je suis analyste chez Euraseo. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que je suis dans l'entreprise et j'ai rejoint l'équipe de Luc Marwenda il y a plus de 2 ans maintenant. Parfait, merci à tous les deux. Et Jules? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis conseiller en gestion de patrimoine chez Grisby et j'accompagne mes clients dans l'optimisation globale de leur patrimoine. Très bien, très bien, très bien. Merci en tout cas à tous les trois une fois de plus de participer à cette conférence qui, sur un thème qui nous tient à cœur. On est un acteur du digital aussi, nous, et on verra que Euraseo connaît parfaitement les acteurs de la tech et les acteurs innovants plus globalement. Je rappelle à l'ensemble des participants, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de cette conférence. N'hésitez pas, au contraire, effectivement, on sera très heureux et nos invités sont très heureux de répondre à vos questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Je ne garantis pas qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions et on consacrera un temps d'échange justement autour de quelques questions à l'issue de l'intervention de nos invités du jour. Pour commencer, Jules, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un fonds et un FCPR en particulier? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le FCPR, c'est un investissement dans de la dette privée ou du private equity. Donc, c'est un investissement dans des obligations ou dans du capital social d'entreprises non cotées, comme on peut déjà le faire un petit peu avec les FCPI ou des FIP. En revanche, sur les FCPR, on est en général sur des entreprises beaucoup plus matures et donc qui sont très intéressantes lorsqu'on cherche du rendement. Pour rentrer un petit peu plus sur la terminologie, FCPR, c'est un fonds commun de placement à risque. Donc c'est un support d'investissement à risque qui permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse avec une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans de détention des parts. Et l'avantage fiscal, il est bien à la sortie et non pas à l'entrée comme on peut avoir l'habitude avec les FCPI ou avec les FIP. Sur ce type d'investissement, on recommande une durée de détention en moyenne de 8 ans. Après, voilà, cette durée recommandée, elle varie en fonction de chaque fonds, mais ce ne sera jamais inférieur à 5 ans. Sur ce type d'investissement, ça a longtemps été réservé aux investisseurs institutionnels et aux familles fortunées. Et depuis quelques années, ça a tendance à vouloir se démocratiser avec des tickets d'entrée qui sont relativement plus accessibles. Parfois, on a des tickets d'entrée qui vont être inférieurs à 50 000 €. Oui, effectivement, c'est intéressant cette démarche. Est-ce que Jules, tu peux nous expliquer quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir dans un FCPR?
Oui, bien sûr. Alors, Luc et Adine vont l'expliquer mieux que moi et de manière plus précise dans un instant. Mais en introduction, il y a 3 gros avantages au FCPR. Le premier, c'est d'avoir accès à des belles aventures entrepreneuriales. Dans le cas d'Euraseo, ça va même être, on peut aller jusqu'à des aventures qui sont tout bonnement exceptionnelles. Deuxième avantage, on va venir se décorréler des marchés cotés, donc de la bourse. Et un troisième avantage que j'ai déjà précisé un petit peu en amont de la présentation, qui est l'avantage fiscal sur ce type de produit. Et puis également, le petit plus, c'est que ça va pas concerner tout le monde, mais les FCPR sont également accessibles pour les personnes morales. Très bien. Donc, justement, tu parles des personnes morales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil type à qui s'adresse le FCPR, l'investissement dans le FCPR? Oui, bien sûr. Alors, chez Grisby, avant de faire un investissement, quel qu'il soit, que ce soit du FCPR ou de l'assurance vie ou peu importe, on fait le point avec nos clients en ayant une approche globale sur leur patrimoine pour échanger sur leurs besoins et définir une stratégie patrimoniale qui leur correspond. Le FCPR, il va être intéressant pour nos clients qui ont déjà un patrimoine financier bien établi et qui veulent s'inscrire dans une démarche de diversification du patrimoine. Si je devais donner un exemple type de profil sur lequel on pourrait proposer des FCPR, ce serait déjà quelqu'un qui aurait à minima 100 000 € de placement long terme, qui voudrait se diversifier et qui serait prêt à bloquer une partie de ses liquidités sur le long terme. Au cabinet, on renforce de plus en plus notre offre de private equity, comme c'est le cas aujourd'hui avec Euraseo, qui est un acteur incontournable sur le marché du non-coté. Et avec ce type d'offre, on sort vraiment des sentiers battus. Pour la petite anecdote, j'ai un client qui est conseiller d'une grande banque privée française, dont je vais taire le nom, qui était venu me voir pour investir sur ce type d'investissement à titre personnel, puisque eux-mêmes ne proposaient pas cette solution. Oui, effectivement. Merci Jules pour cette introduction. On est très heureux chez Grisby d'accompagner l'ensemble de nos clients et en particulier nos clients banquiers. Ils sont assez nombreux. Et je pense que c'est intéressant pour eux comme pour nous et ça démontre effectivement qu'on sort des sentiers battus avec des solutions parfois méconnues et très intéressantes. Le Euraseo s'adresse depuis peu aux investisseurs privés et c'est une grande chance pour eux, pour nous. Je vais donner la parole maintenant à Luc et à Adine pour nous présenter un peu plus précisément la maison Euraseo et puis un fonds en particulier qui s'appelle Entrepreneur Club qui a marqué un fort intérêt de notre côté et parmi également quelques clients parce que c'est une nouvelle offre chez Grisby Gestion Privée, c'est une nouvelle offre qui démarre fort et on est très heureux de pouvoir la partager. Luc, je te laisse la parole. Très bien Maxime, bonjour à tous. Adine va nous présenter quelques diapositives, un scénario. Donc un premier mot sur Euraseo parce que vous ne connaissez peut-être pas. Euraseo, on est une société qui a pour but d'investir exclusivement dans des entreprises non cotées en bourse. Donc, nous n'avons aucune information à donner sur l'avenir des marchés financiers, ce n'est pas du tout notre métier. Notre métier, c'est d'apporter du capital à des entreprises non cotées ou de leur prêter de l'argent sous forme d'obligations. Donc, on ne fait que ça. En revanche, on fait que ça, mais on le fait à grande échelle puisque aujourd'hui, nous gérons 26 milliards dédiés, encore une fois, exclusivement à de l'investissement dans des entreprises non cotées à travers 3 grandes classes d'actifs. Le private equity, c'est-à-dire des opérations où nous investissons en capital dans ces entreprises, quelle que soit leur taille ou leur niveau d'avancement ou de développement. On intervient dans toute l'Europe, Europe continentale, mais aussi UK et Europe du Nord. On est après très présent dans une deuxième classe d'actifs qu'on appelle la dette privée, où là, nous fournissons des obligations non cotées à des sociétés, mais ce n'est pas le sujet de notre débat ce matin. Et nous sommes également présents dans
dans une moindre mesure dans ce qu'on appelle les actifs réels, notamment dans l'immobilier. Ce qui fait la force et la particularité d'Eurazeo, la première chose, c'est que Eurazeo est une société qui est cotée en bourse. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est intéressant pour vous parce que ça vous permet simplement en cliquant sur le lien eurazeo.com d'obtenir une grande masse d'informations sur la manière dont nous travaillons, puisque le groupe, chaque année, publie un rapport annuel. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas, c'est de l'information publique. Donc, ça, c'est un premier avantage. Il y a aussi un autre avantage important chez Eurazeo, c'est que nous disposons de fonds propres très importants. Nous avons 8 milliards d'euros de fonds propres, ce qui nous apporte beaucoup de crédibilité parce que Eurazeo est un groupe très solide qui existe depuis plus de 130 ans, qui est là pour rester dans le futur sur le long terme avec cette approche d'investissement dans des grandes sociétés non cotées. Si on avance, ensuite, la raison pour laquelle on vous parle aujourd'hui, c'est que moi, je dirige le département Private Client Solution, donc solutions pour les clients privés. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons comme philosophie de vouloir offrir à nos clients les stratégies du groupe, toutes les stratégies, quel que soit le type de client. Nos clients, ça va d'un côté du spectre au fonds souverain de grands pays au Moyen-Orient, en Europe du Nord, en Asie, mais aussi de caisses de retraite, de fonds de pension, de grandes banques, de grands assureurs, de grands institutionnels, mais aussi de personnes privées non professionnelles comme vous, qui êtes aujourd'hui connectés à cette conférence. Et ça veut dire qu'on a quand même donc une gamme de clients qui est très très large et surtout, les gens comme vous, vous n'êtes pas des professionnels de l'investissement. Donc ça veut dire que c'est important de vous protéger au plan réglementaire, c'est-à-dire que nous vous offrons des produits que si ces produits ont été notamment des FCPR qui bénéficient d'un agrément de l'autorité des marchés financiers et donc qui obéissent à un cadre réglementaire qui est protecteur pour les clients non professionnels. Ça veut dire que systématiquement, quand on lance une stratégie d'investissement sur un programme, on va avoir d'un côté un fonds qui vous est dédié. En général, comme c'est le cas aujourd'hui, un FCPR, le FCPR Entrepreneur Club, qui lui est agréé par l'autorité des marchés financiers. On a déjà un peu plus de 1000 clients sur ce fonds-là. Il y a un Sodex à 20 000 euros. Vous voyez, c'est un fonds qui passe bien dans le grand public. Et puis en parallèle, on a notre fonds institutionnel qui lui fait exactement la même chose, mais pour le compte de nos grands clients. Alors, c'est très différent en termes de structuration parce que là, le fonds institutionnel, il fait 1,1 milliard d'euros et il n'a que 50 investisseurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes populations d'investisseurs, mais néanmoins, ces deux fonds, même s'ils sont bien distincts, d'un côté, un fonds institutionnel qui fait 1,1 milliard d'euros, de l'autre, le fonds Entrepreneur Club qui, à terme, aura 250 millions d'euros d'actifs, et bien, ces deux fonds, ils co-investissent dans les mêmes sociétés, au même moment, aux mêmes conditions financières. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rendre accessibles des stratégies d'investissement institutionnel auprès de clients non professionnels, justement à travers cette stratégie de faire co-investir systématiquement sur un même programme d'investissement. Un fonds qui vous est dédié avec un véhicule institutionnel. Cette pratique, on l'a mise en œuvre depuis longtemps. On a aujourd'hui, et c'est important au niveau du groupe Eurazeo, puisque ça représente à peu près 10% des actifs sous gestion. Vous voyez que nous avons à peu près 120 000 clients qui représentent 2,4 milliards sous gestion. Et on a mis ça en œuvre depuis 1999. Donc, on a un gros historique sur le sujet. Si on avance, Adine, s'il te plaît. Après, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est, nous, extrêmement impliqués dans le groupe Eurazeo dans les bonnes pratiques de gouvernance et d'investissement socialement responsable. Ça aussi, ce sont des pratiques que nous avons mis en œuvre dès 2008 au niveau du groupe Eurazeo. C'est absolument fondamental pour nous pour deux raisons. La première, c'est une raison qui est pragmatique. Une société, si vous voulez, c'est un écosystème qui a 4 masses principales d'intervenants. Vous avez bien sûr les actionnaires, vous avez les collaborateurs, vous avez les clients, vous avez les fournisseurs. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ces 4 parties prenantes puissent interagir de manière harmonieuse. Si elles interagissent de manière harmonieuse, il ne faut pas privilégier l'un par rapport aux autres. Et bien à ce moment-là,
on est une société qui se développe dans la durée et qui est plus profitable, qui crée plus de valeur. Et ça, on est absolument convaincu que ces bonnes pratiques de gouvernance, de conduite des sociétés, eh ben, c'est la recette sur le long terme pour créer de la valeur, c'est-à-dire créer des emplois, participer au développement de l'économie. Donc, on y est très attaché depuis toujours. Hein. Ce qui est important de noter, et ça vous pourrez le voir également si vous allez sur le site de Raseo, Raseo a lancé une initiative qui s'appelle O+, qui consiste en fait à deux grandes ambitions. La première, c'est une ambition au niveau du climat, puisqu'on a pris la décision d'atteindre la neutralité carbone en 2040, aussi bien pour tous les fonds qui sont gérés par Raseo, mais aussi quand on inclut toutes les entreprises que nous avons dans nos portefeuilles. Aujourd'hui, c'est 400 entreprises, vous voyez, donc c'est très important parce que ça va bien au-delà, en fait, de l'argent que nous gérons. Et le deuxième sujet, c'est l'inclusion sociale, faire en sorte que nous allions vers la parité, qu'on n'exclue pas des personnes, qu'on n'exclue pas différents types de populations, qu'on travaille avec une bonne éthique. Voilà. Et tout ça, ça se retrouve dans le slogan de Raseo. Alors, c'est un slogan qui est en anglais parce que Raseo est un groupe international. Hein, Power Better Growth. En français, ça se traduirait par on veut, en fait, apporter, nourrir une meilleure croissance dans nos sociétés. Et dernière chose, on a un privilège énorme puisque nous avons chez Raseo le privilège de pouvoir gérer beaucoup d'argent qui nous sont confiés par nos investisseurs. Et ce privilège d'avoir cet argent, ben, ça a aussi des obligations en face. Et cette obligation, c'est justement de faire travailler cet argent dans les meilleures conditions, notamment en termes de bonnes pratiques et de bonnes éthiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et parler du marché du growth equity. Alors, de quoi on parle? Le growth equity, et je dois corriger, désolé Maxime, je dois te corriger tout à l'heure parce que tu as parlé des meilleures startups. En fait, notre sujet, il est certainement pas d'investir dans des startups, mais d'investir dans des sociétés qui sont relativement jeunes, hein, qui ont à peu près entre 7 et 8 ans d'âge à peu près, et plus, voire plus, qui ont été des startups dans la première étape de leur vie, mais qui ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues des leaders dans leur catégorie, qu'elles ont des milliers de collaborateurs, qu'elles ont des millions de clients pour certaines d'entre elles, et que ces sociétés, elles continuent à se développer. J'aurais dû dire, excuse-moi Luc, des anciennes startups. Tu fais bien de préciser. Voilà. Et ces sociétés, en fait, elles sont dans la deuxième étape de leur vie. Ce sont clairement des succès. Hein, elles ont émergé elles ont émergé. Et je prends l'exemple de Doctolib, par exemple. Vous connaissez tous Doctolib aujourd'hui qui a aujourd'hui 60 millions de clients, hein, en France, mais pas que, aussi en Allemagne, en Italie. Doctolib, quand ça a été créé au début des années 2010, c'était une petite start-up qui démarrait, qui avait l'idée géniale de vouloir digitaliser l'agenda des médecins. Sauf qu'ils n'étaient pas tout seuls, il y en avait 5 ou 6 qui voulaient faire la même chose. Et c'est pas parce que vous avez une bonne idée que vous avez un succès derrière. Tu vois ce que je veux dire, Maxime? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Doctolib, entre 2012, 2013, date de sa création, et puis pendant 5 ou 6 ans, c'était une start-up parmi tant d'autres, avec un management quand même plutôt de grande qualité avec Stanislas Niox-Chateau. Et puis, en fait, la société a finalement émergé comme un des leaders. Pourquoi? Parce que le management a su bien s'entourer, a su bien recruter, a su bien exécuter au niveau des opérations, a su attirer aussi des investisseurs. Et progressivement, la société est devenue incontournable, le leader incontournable en France. À ce moment-là, nous avons décidé d'investir dans la société. Donc, en fait, et là, on n'avait plus à faire une start-up parce que dans Doctolib, il y avait déjà plus d'un millier de collaborateurs en 2018 et la société faisait déjà de très gros chiffres d'affaires avec des grosses croissances. Donc, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que ces sociétés qui sont devenues des leaders sur leur marché, c'est pareil avec Mano Mano, c'est pareil avec Vestiaire Collective, c'est pareil avec Back Market, qui sont des boîtes très connues du grand public. Ce sont des sociétés, vous voyez, qui sont
maintenant devenue de vrais leaders et qui continuent à accélérer. Et pourquoi est-ce qu'elles continuent à accélérer? Ça qui est intéressant, c'est que toutes les boîtes de notre portefeuille, on va vous les montrer tout à l'heure avec Adine, on en a des 18 dans le portefeuille et on aura à terme entre 25 et 30. Ce sont des sociétés qui peuvent interagir dans des secteurs très différents les uns des autres. On peut être dans la télémédecine avec Doctolib, on est dans le bricolage avec Mano Mano, dans l'économie circulaire avec Vestiaire Collective et Back Market, on peut être dans ce qu'on appelle les fintech ou les assurtech, c'est des technologies de digitalisation qui permettent justement aux compagnies d'assurance et aux banques de poursuivre leur initiative de digitalisation. Ces sociétés, elles ont tout un point commun, c'est que même si elles exercent dans des marchés très différents, elles utilisent le digital, c'est-à-dire l'Internet, pour accéder à leur marché. Et ça veut dire que si on est capable de leur apporter du carburant pour continuer à avancer, elles peuvent connaître des croissances très rapides et se développer à l'international. Et c'est ce que nous visons aujourd'hui. Ce que vous avez sur ce tableau, c'est un état des lieux de ce qu'on appelle les licornes européennes. Les licornes européennes, ce sont des sociétés de la technologie européenne dont la valorisation a dépassé le milliard d'euros. Vous voyez que sur la partie gauche du tableau, en 2012, on en avait 8 en Europe, très peu. En 2020, on en trouve plus que 100, 117. Ces sociétés, pourquoi est-ce qu'elles se développent aussi rapidement? C'est parce qu'à côté, et c'est la partie droite du tableau, nous avons maintenant un écosystème de fonds d'investissement dédiés à ces sociétés, capables de leur apporter des financements en capital très importants. Et quand je parle de financement en capital très important, on fait référence à des opérations d'augmentation de capital qui dépassent 200 millions d'euros. Donc, ce sont des grosses opérations. Et dans ce type d'opération, vous voyez, est en augmentation constante, puisque on voit qu'en 2013, pareil, il y en avait très très peu. Ça s'est considérablement accéléré en 2019. En 2020, en dépit de la crise sanitaire, on a quand même connu une année assez active. Et surtout, pour l'année 2021, vous voyez que rien que sur le premier semestre de l'année 2021, nous avons eu 37 opérations d'augmentation de capital supérieures à 200 millions d'euros. Si vous lisez un peu la presse économique, ça ne vous a pas échappé qu'on a beaucoup parlé des nouvelles licornes françaises et clairement Vestiaire Collective, Mano Mano, Back Market, Content Square, United Credit, Swile, toutes des sociétés françaises de gross equity qui sont dans notre portefeuille ont fait des gros tours de table dans les derniers mois avec des très grosses valorisations. Et c'est intéressant. Ça montre que ces sociétés de la tech française et de la tech européenne plus généralement, aujourd'hui, intéressent beaucoup les grands investisseurs internationaux. Pourquoi? Eh bien, parce que ça ne vous a pas échappé non plus. On est aujourd'hui confronté à une tendance de fond au niveau de notre vie de tous les jours, qui est la digitalisation. C'est des faits clairement établis qu'on a tous expérimentés depuis quelques années avec une accélération très progressive. Et puis, il faut bien être très clair, la crise sanitaire qu'on a connue entre 2020 et 2021 n'a fait qu'accélérer ce recours à la digitalisation. Le fait qu'on soit aujourd'hui, je vois, on est 89 connectés en visioconférence, probablement répartis dans la France entière, ça n'aurait pas été possible il y a 2 ans. Il y a 2 ans, fin 2019, ce genre de téléconférence, c'était pas du tout entré dans les mœurs. C'est la crise sanitaire qui est venue chambouler nos habitudes de travail, nos habitudes relationnelles, et qui fait qu'aujourd'hui, ça nous semble parfaitement normal. Donc, vous voyez à quel point, rien que de notre vie de tous les jours, ce type d'événement a apporté beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations. Et pour qu'on puisse faire ça, c'est des sociétés qui créent des solutions digitales, qui sont capables justement de s'assurer que tout ça fonctionne et fonctionne de manière harmonieuse. Donc, c'est sur ce marché que nous intervenons. Et nous intervenons sur ce marché avec un gros programme puisque, comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes une entreprise qui élève 200 millions d'euros, ça veut dire qu'il faut avoir des gros moyens. Et des gros moyens, ça veut dire être capable, pour chaque opération d'augmentation de capital, côté Eurazeo, être en mesure d'apporter 30, 40, 50, voire 100 millions d'euros sur une opération d'augmentation de capital. Et pour ça, il faut être en mesure d'avoir un programme qui dépasse le milliard d'euros.
C'est ce que nous avons fait. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va lancer un programme qui dépasse le milliard d'euros avec 2 véhicules d'investissement. Le premier dédié à nos grands clients institutionnels et le second, le Fonds Entrepreneur Club, dont nous allons parler maintenant, dédié à notre clientèle privée, un FCPR agréé par l'autorité des marchés financiers, accessible à tous, avec un seuil d'accès à 20 000 euros. Donc, si vous êtes dans une situation de client patrimonial telle que l'a décrite Jules tout à l'heure, c'est parfaitement à votre portée. Et si vous adhérez à ce moment-là à la stratégie d'investissement, pourquoi est-ce que ce fonds est intéressant? Parce que c'est le seul fonds du marché aujourd'hui qui est capable de vous embarquer, vous, clients, investisseurs non professionnels, dans un grand programme institutionnel de plus d'1 milliard d'euros qui a pour but de financer les champions de la tech digitale européenne. Alors bien sûr, c'est jamais garanti, on a toujours l'habitude de dire que les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Évidemment, on est sur un véhicule de pure private equity, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un portefeuille relativement resserré de 25 à 30 sociétés, exclusivement sur des opérations d'augmentation de capital. Donc ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu risqué de ces stratégies. Mais en contrepartie, encore une fois, on n'investit pas en capital risque sur des startups au moment de leur création. On investit sur des sociétés qui sont devenues des leaders sur leur marché, qui ont démontré leur modèle économique, qui ont démontré qu'elles avaient des managements capables d'exécuter, de mener à bien des opérations de croissance avec beaucoup d'excellence et ont été capables de séduire des millions de clients quand il s'agit d'entreprises qui sont dans le secteur du B2C, c'est-à-dire business to client, c'est-à-dire qui vous servent, vous, personnes privées, dans votre vie de tous les jours, ou alors des entreprises qui ont des milliers de clients quand elles servent d'autres entreprises, ce qu'on appelle le B2B, business to business. Voilà, j'espère que je suis clair. On va avancer. Ce secteur, il se développe beaucoup aujourd'hui parce qu'on a un phénomène un petit peu de rattrapage par rapport aux États-Unis. Ça, c'est des informations qui datent de 2000, je crois, de 2020. On voit qu'en fait, si on compare les États-Unis à l'Union européenne, on est à peu près comparable en termes de PIB, en termes de dépenses de ménage, en termes de nombre de développeurs. Donc, sur le plan économique, on est très proche. En revanche, on a toujours connu un déficit chronique d'investissement en capital, de capital disponible pour financer nos entreprises non cotées. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on trouve aujourd'hui beaucoup plus, environ 2 fois plus, d'entreprises de la technologie aux États-Unis qui dépassent le milliard d'euros de valorisation. Alors, vous voyez, à peu près, c'était 138 contre 61 en Europe. C'était en 2019. Vous voyez qu'on a un retard à rattraper et ce retard, on est en train de le rattraper puisque en ce moment, vous avez beaucoup de financements disponibles pour ce type de société et Eurazeo, avec son fonds d'1 milliard, est l'un des principaux acteurs de ce marché. Si on avance, on va peut-être maintenant, je vais laisser la parole à Adine quelques minutes pour qu'il vous parle un petit peu de la structuration du fonds. Adine, je te laisse la parole. Tout à fait. Merci, Luc. Donc, Luc le disait tout justement et ça fait la transition un peu avec la structuration du fonds, c'est que côté institutionnel, Eurazeo a décidé de lancer son 3e fonds donc dédié à nos grands clients institutionnels. Et Luc vous en a fait un peu la liste. Donc, nos grands fonds souverains, nos grandes banques et assureurs. Un fonds d'1 milliard pour venir financer ces sociétés de la tech et du digital en Europe, ces futures licornes. Et donc, nous, l'équipe dédiée aux clients particuliers, en ce même temps, on a décidé, nous, de lancer notre fonds qui, lui, serait éligible aux clients particuliers à partir d'un ticket de 20 000 euros et qui répliquerait exactement cette même stratégie puisqu'il co-investirait aux côtés du fonds institutionnel. Et pour ce fonds dédié aux clients particuliers, on a choisi une enveloppe spécifique et Jules nous en avait donné les explications au début de cette conférence. On a choisi de faire ce fonds sous format de FCPR.
Pourquoi? Parce qu'un FCPR est agréé par l'autorité des marchés financiers, donc Luc nous le disait tout à l'heure, qu'il est également fiscal, donc à condition de détention des parts pendant 5 ans sur ce type de véhicule. En tant que client particulier, personne physique, on va bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values. Et pour une personne morale, on va bénéficier d'un IS auto-réduit de 15%. Donc, c'est assez intéressant pour de la détention à long terme, et ça tombe bien puisque l'objectif est de garder les parts. Hein, c'est du placement à long terme. Jules nous parlait de 8 ans de détention en moyenne. Ensuite, il faut aborder un autre point brièvement, c'est que lorsqu'on a décidé de lancer ce FCPR, la loi de finances a permis aux personnes morales, aux entrepreneurs qui sont en situation de remploi, de pouvoir remployer au sein de ce FCPR. Et nous, on a pu directement se positionner. Pourquoi? Parce que les actifs dans lesquels on investit, ces jeunes sociétés qui sont en hyper-croissance, qui font des augmentations de capital, c'est les actifs éligibles au remploi dans un fonds d'investissement. Et donc, on s'est conforté dans le choix de cette structuration, dans ce choix de FCPR, et surtout dans une commercialisation assez longue. C'est un fonds qui est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022, et on peut le voir sur le calendrier du fonds, qui a été lancé fin 2019 et qui est ouvert jusqu'à fin 2022 avec une valorisation mensuelle. Donc, ça permet quoi? Ça vous permet à vous de rentrer chaque mois dans le fonds, et ce, jusqu'à fin 2022. Pendant ce temps-là, bien sûr, le fonds, lui, a déjà commencé à investir. Hein. Nous, dès le début du fonds, dès le lancement du fonds, on a pu commencer à investir. Pourquoi? Une nouvelle fois, parce qu'on était aux côtés de notre gros fonds amiral, le fonds institutionnel d'1 milliard d'euros, et qu'on a déjà commencé, qu'on a pu prendre des participations mineures dans des sociétés, hein, tandis qu'on collectait encore, nous, de notre côté, sur le fonds dédié aux clients particuliers. Et puis, vous le voyez, maintenant, on est en octobre 2021, donc on a dépassé la moitié de la période de souscription. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous, pour les clients, de rentrer à ce moment-là dans le fonds, contrairement à ceux qui sont arrivés au début du fonds et qui arrivaient sur une feuille blanche. Luc en parlait tout à l'heure, on a aujourd'hui 18 sociétés en portefeuille. Donc, en fait, vous arrivez sur un fonds qui est déjà constitué à moitié, et surtout, vous, en tant que client, vous pouvez voir dans quoi vous allez investir, puisque 18 sociétés sont déjà en portefeuille. Et vous pouvez voir si ces sociétés, est-ce qu'elles parlent d'elles-mêmes quant à la stratégie que Luc nous évoquait tout à l'heure, ces sociétés de la tech, du digital en hyper-croissance. Donc, c'est la slide suivante, et Luc y reviendra. Hein. On pourra regarder ces 18 sociétés ensemble en portefeuille et voir également le reporting du fonds. Et vous pourrez ainsi juger par vous-même de toute cette stratégie dont on disait, ces sociétés cibles qui sont maintenant aujourd'hui déjà en portefeuille, puisque je le répète, on est déjà investi dans 18 sociétés. Donc, si on regarde aujourd'hui le fonds, et je laisserai Luc le commenter. Très bien. Donc, c'est l'intérêt que nous avons à construire, à structurer des fonds d'investissement avec une période de souscription relativement longue, c'est qu'on est bien prouvé par l'exemple. Le fonds maintenant a été créé il y a presque 2 ans. Il a été créé en début décembre 2019. Et en fait, clairement, c'est un succès. Donc là, on va vous montrer le reporting tout à l'heure, mais on vous montre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le fonds, à fin septembre, avait collecté 167 millions d'euros. L'objectif est d'atteindre 250 millions d'euros au niveau de la taille du fonds. On était diversifié, nous sommes diversifiés sur 18 sociétés que vous voyez à droite de la page, et on est très fiers de ce portefeuille parce que sans vouloir trop rouler les épaules, c'est quand même un portefeuille qui regroupe parmi les plus belles boîtes de la technologie européenne. Donc vraiment, on est très fiers de ces sociétés. On est présent aussi bien dans la e-santé avec Doctolib. Alors, Doctolib, aujourd'hui, c'est une société qui atteint, comme je vous le disais, qui s'occupe de 60 millions de personnes à peu près, hein, donc 60 millions de clients qui ont, une fois à minima, fait appel à Doctolib. Donc, ça va au-delà, bien sûr, de la population française, puisque Doctolib est en train de se développer en Allemagne et en Italie, avec bien sûr un rythme avec une présence qui est beaucoup plus faible
aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a en France, c'est-à-dire qu'on a un décalage à peu près. On est d'abord, ce qu'on aime dans ces sociétés, si vous voulez, c'est d'abord démontrer qu'on est succès, que c'est un succès dans notre marché domestique. Une fois qu'on a un succès sur son marché domestique, on est légitime pour aller dans d'autres marchés. Et donc, c'est ce que fait Doctolib. Une fois qu'il a établi sa légitimité et son savoir-faire, qui n'est plus à démontrer sur le marché français, il attaque l'Allemagne, il attaque l'Italie. Il y a 10 jours, il y avait eu des annonces comme quoi Doctolib faisait des annonces de presse, comme quoi Doctolib faisait une grosse acquisition en Italie d'une société un petit peu équivalente. Et l'idée, c'est que le développement de ces deux pays suivent à peu près à 3 à 4 ans d'intervalle ce qui est arrivé en France. Ce qui veut dire que le Doctolib que nous connaîtrons dans 3 à 4 ans sera très différent, sera probablement beaucoup plus gros que celui que nous connaissons aujourd'hui. Avec à la clé, ce que nous espérons, une très importante création de valeur et possiblement une très grosse introduction en bourse ou une cession industrielle. En tout cas, c'est ce qu'on a en tête. C'est pareil pour ManoMano qui se développe énormément. C'est pareil pour Content Square. Content Square, c'est intéressant. C'est une société que vous connaissez peut-être pas forcément de nom parce que c'est ce qu'on appelle du business to business. Mais c'est une entreprise française qui est aujourd'hui le leader mondial de l'analyse des parcours clients sur Internet. Je m'explique. C'est une société qui fait ce qu'on appelle du big data analytics, c'est-à-dire qu'ils analysent des dizaines de millions, voire des milliards de visites sur les sites Internet qui sont clients de Content Square. Et ces sites Internet, ça peut être Amazon, ça peut être tous les grands sites marchands mondiaux, de plus en plus, qui font appel à Content Square. Et Content Square va essayer, par rapport à l'analyse du flux de toutes les visites sur le site, va essayer en fait, il va suggérer un meilleur parcours client pour que le site soit un peu plus ergonomique, pour qu'il soit plus intuitif, pour qu'en fait, le client, lui, se trouve mieux hébergé, mieux accueilli sur le site et qu'il ait envie de consommer plus. En fait, on est bien d'accord, hein, ce sont des sites qui aident en fait à augmenter l'efficacité des sites marchands sur Internet. Et cette société, aujourd'hui, elle en est à sa 6e acquisition. Elle a son management qui s'est installé à New York. Elle est très présente aujourd'hui sur l'Internet mondial. Je peux parler de MessageBird aussi, vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais MessageBird, en fait, c'est une société qui vend des services de communication en location. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous achetez un logiciel, vous êtes souvent, on achète de moins en moins une licence, on préfère la louer. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter une licence et après on a le logiciel pour toute la vie, avec le problème d'obsolescence, aujourd'hui, vous achetez un abonnement à un logiciel qui va donc se mettre à jour de manière automatique en fonction de ses évolutions. Ce que fait MessageBird, c'est la même chose pour des grandes sociétés mondiales au niveau de la communication. Vous êtes un Federal Express, vous êtes Ikea, vous êtes Uber, vous avez des millions de clients, des dizaines de millions de clients dans le monde entier. Vous devez leur faire des communications marketing, promotionnelles ou simplement dans la vie de tous les jours de votre business. Et vous avez une multitude de canaux digitaux à votre disposition. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les réseaux de téléphonie mobile, donc vous avez l'Internet, bien sûr. Et tout ça fait que vous avez une multitude de réseaux disponibles. Et si vous devez internaliser toute cette fonction de communication dans le monde entier, ça vous coûte tout un service, il faut mettre en œuvre, c'est constamment évolutif. Donc, ça peut vous coûter quand même pas mal d'argent en termes de vos opérations. Et ce que fait MessageBird, c'est qu'il vous simplifie la vie parce que c'est le point d'entrée unique. Et avec l'application MessageBird, la solution MessageBird, vous pouvez dire, voilà, je veux parler à tel groupe de clients en Afrique du Sud, en Chine, au Japon ou au Chili. Il va vous router directement vers le bon support pour accéder à ces gens de manière digitale. Donc ça, c'est ce que fait MessageBird. C'est une ambition mondiale à nouveau. C'est une société qui est basée en Hollande et qui se développe très, très rapidement également. WeFox, on est dans le monde de la surtech, c'est-à-dire des technologies digitales dans le monde de l'assurance qui permettent notamment aux compagnies d'assurance d'éviter un grand nombre de tâches administratives, de gestion de papier pour justement aller plus vite, être plus efficace. Donc voilà ce qu'on fait en fait. Voilà ce qu'on fait.
Et ce fonds le fait plutôt bien. Nous, on est ravis parce que aujourd'hui, on a sur ce fonds déjà une première performance positive, puisque vous voyez que le fonds, depuis l'origine, en un peu moins de 2 ans, a fait presque 25% de performance positive. Alors bien sûr, ça ne préjuge pas du futur. Cette performance qu'on a enregistrée depuis 2 ans ne veut pas dire qu'on va sortir en performance extraordinaire dans le futur. Néanmoins, on a un objectif de performance annuelle net client supérieur à 10%, pas garanti, jamais garanti, mais c'est notre objectif et il se base sur le track record passé de cette stratégie que nous avons mis en œuvre depuis quelques années. Donc encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais on est très bien parti. Je voulais peut-être juste vous montrer ensuite, après, peut-être revenir un petit peu en arrière, Adine, sur la structuration du fonds au niveau du timing. C'est la slide numéro 16, s'il te plaît. Voilà. Ce fonds, donc, il est ouvert à la souscription jusqu'à la fin de l'année 2022. Et il fera des distributions par répartition d'actifs à partir de début de l'année 2028. C'est-à-dire que sur les années 2028 et 2029, le fonds va distribuer régulièrement, dès qu'il y aura une cession d'entreprise, on pourra faire des répartitions égalitaires à tous les porteurs de parts pour faire en sorte de vous rendre tout l'argent. Avant, vous voyez qu'il y a des fenêtres de liquidité. Ces fenêtres de liquidité, elles sont en aucun cas garanties. Elles permettent, le cas échéant, si nous avons une grosse cession d'entreprise avec de la trésorerie qui revient dans le fonds suite à une cession, de vous permettre, le cas échéant, de demander le rachat de vos parts, partiel ou en totalité, mais en aucun cas garanti, à la condition, bien sûr, que vous justifiez de 5 ans de détention de vos parts. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de nous rejoindre dans ce fonds sur le mois de novembre 2021, vous ne pourriez pas vous positionner sur une fenêtre de rachat avant l'année 2026, puisqu'il faudra attendre 5 ans. Donc, je voulais être parfaitement clair avec vous. Et ce fonds devrait se terminer à ce moment-là, fin 2029. Donc, voilà ce qu'on attend au niveau du fonds. On voulait vous montrer très rapidement, avant de passer aux questions, le reporting. Alors, le reporting, il faut savoir qu'il existe. Si vous le demandez aux équipes de Grisby, ils pourront vous le communiquer. Donc, l'idée, ce n'est pas de le descendre en détail, mais c'est de s'arrêter juste sur 2-3 éléments pour que vous le compreniez mieux quand vous l'aurez sous les yeux. Vous avez la page 3 qui vous apporte des informations quantitatives au niveau du fonds, qui vous montre l'évolution de la valeur liquidative, qui vous positionne par rapport au calendrier du fonds, qui vous indique la répartition sectorielle et le montant du fonds qui est effectivement mis au travail au moment où on se parle, enfin au moment du reporting, et qui vous montre en bas à gauche le nombre d'entreprises en portefeuille ainsi que son actif global. Vous voyez qu'à la fin septembre, le fonds avait un actif de 187,9 millions d'euros. Et ensuite, dans la page suivante, on vous explique un petit peu les différents éléments notables qui ont pu intervenir dans le mois précédent sur la valorisation des lignes du portefeuille. Donc, l'idée, c'est d'apporter une information très claire au niveau du reporting et de faire un focus sur une société en particulier qui aurait pu connaître une évolution notable. En l'occurrence, sur le mois de septembre, on a choisi de faire un focus sur Vestiaire Collectif qui a fait un gros tour de table juste après l'été. Et ensuite, après, on déroule tout le portefeuille avec à chaque fois pour chacune des sociétés. On peut peut-être s'arrêter à la page suivante, peut-être Adine, ou celle suivante, la page 8 par exemple. Vous voyez qu'on a Mano Mano, on a MessageBird. On vous fait un petit paragraphe qui vous explique l'activité de la société. Et sur la partie gauche, on met quelques éléments quantitatifs qui sont importants. Le pays d'origine de la société, la date d'investissement, le montant d'investissement, c'est le montant investi par le fonds lui-même et l'exposition globale du groupe Eurazeau dans la société. Si on zoome sur Mano Mano, par exemple, dans Mano Mano, le fonds a investi 9,2 millions d'euros dans cette société, mais le groupe Eurazeau, en globalité, a mis au travail 115 millions d'euros. Donc, c'est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Le gros intérêt et ce qui fait que ce produit est très crédible, c'est que le fonds Entrepreneur Club, en fait, il co-investit systématiquement
avec nos fonds institutionnels. Et en l'occurrence, dans Mano Mano, vous voyez, on a un peu plus de 9 millions d'euros avec le Fonds Entrepreneur Club, mais au global, on a 115 millions d'euros dans la société. Et c'est ce que vous allez retrouver en lisant ce reporting. Donc, comme je vois on est maintenant en ligne depuis environ 45 minutes, je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Un grand merci, Luc et Adine, pour cette présentation vraiment très claire et totalement passionnante. On le voit à travers la participation qui ne faiblit pas. Merci à tous les participants qui suivent cette conférence depuis le début. Vous avez été nombreux à poser des questions. On ne va pas forcément répondre à toutes. Il y a un certain nombre de questions auxquelles vous avez répondu dans le cadre de la présentation. Et merci pour cela, Adine et Luc. J'ai noté quelques autres questions. On parlait de la valorisation de la VL, la valeur liquidative qui évolue positivement et rapidement. On a une question, c'était comment faites-vous pour valoriser justement le fonds, sachant que vous investissez dans des sociétés non cotées? Est-ce que Luc ou Adine, oui, c'est une très bonne question. En fait, nous avons des règles de valorisation qui sont très strictes, qui sont rigoureusement les mêmes que l'on soit sur un fonds institutionnel ou sur un fonds de gestion privée. Encore une fois, les règles de valorisation sont en général le prix de référence, c'est le prix de l'investissement, puisque les entreprises ne sont pas cotées, donc c'est le prix qu'on a payé, c'est notre prix de revient. Et ensuite, après, ce prix, il peut évoluer pour différentes raisons. Si nous avons de nouveaux événements sur le capital de la société, c'est-à-dire une transaction importante du capital, soit de cession du capital, soit une nouvelle augmentation de capital, on prend le nouveau prix, ça c'est normal. Si nous avons une introduction en bourse, on va prendre l'introduction en bourse de la société, sa nouvelle valorisation. Et puis, si nous avons, il ne se passe rien au niveau du capital, imaginez dès qu'on fasse un investissement, au bout de 18 mois, la société est en croissance, elle est stable, mais il n'y a pas eu d'événement sur le capital de la société. À ce moment-là, nos commissaires aux comptes nous demandent de faire une nouvelle évaluation, c'est ce qu'on appelle la fair market value, en fonction notamment des éléments financiers de la société, de son compte de résultat, de son bilan, de sa situation de cash flow, de sa croissance, et puis également en fonction de certains comparables, parce que même si l'entreprise n'est pas cotée, on est sur des sociétés qui sont assez importantes, on peut trouver des sociétés dans des secteurs équivalents qui sont cotées en bourse, sur lesquels on peut avoir quelques éléments objectifs de valorisation qui peuvent aussi nous donner une idée de ce que peut valoir la société. Et c'est comme ça qu'on travaille, toujours sous le contrôle, bien sûr, des commissaires aux comptes. Et c'est le même exercice que nous faisons pour le fonds institutionnel et pour le fonds de gestion privée. Et puis après, si ça ne va pas bien, dans la société, si elle est en retard par rapport à son business plan, si elle manque de trésorerie et qu'il va falloir la refinancer pour des raisons et pour défendre la société, à ce moment-là, on peut prendre des provisions, c'est-à-dire réduire la valorisation. En général, ça fait par tranche de 25%. Ok, merci Luc. Une question qui vient d'arriver à l'instant, mais je la lis en direct. Les investissements sont-ils systématiquement conjoints avec le fonds institutionnel, avec une clé de répartition déjà établie? Merci. Alors, pas tout à fait, essentiellement pour des raisons réglementaires. Ça veut dire que systématiquement, tout investissement réalisé par le programme institutionnel est présenté au fonds Entrepreneur Club. Néanmoins, le fonds Entrepreneur Club, c'est un FCPR agréé par l'AMF, notamment qui peut être utilisé pour… D'abord, c'est un FCPR fiscal, excusez-moi. Donc, pour ça, il faut respecter un ratio qui s'appelle le ratio juridique des FCPR. C'est-à-dire que 50% du portefeuille du fonds doit être investi dans les entreprises de l'Union européenne qui sont éligibles au FCPR, donc entreprises non cotées, opérations d'investissement capital, c'est un premier élément. Et deuxièmement, comme le disait Adine, c'est un fonds qui également est éligible au remploi de l'article 150 OBTR. Ce n'est pas pour tous nos clients, mais pour certains d'entre eux. Et ça apporte une petite contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'on doit faire attention à principalement investir sur des opérations d'augmentation de capital
et pas sur des obligations de rachat d'actions, c'est-à-dire des opérations secondaires. Ça veut dire que dans certains cas, le fonds institutionnel peut faire des opérations secondaires qu'on ne retrouvera pas dans le fonds Entrepreneur Club. Donc, ce n'est pas systématique, mais globalement, quand vous voyez, et c'est intéressant de voir justement le reporting du fonds, où on vous montre bien ce qui a été investi par le fonds Entrepreneur Club et ce qui est investi par le programme institutionnel Euraseo. Et vous voyez que systématiquement, ce qui est investi par le programme institutionnel Euraseo est largement supérieur à ce qui a été investi par le fonds Entrepreneur Club. Ok, merci Luc. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Le temps passe, on va bientôt conclure. Il y a eu plusieurs questions au sujet du ticket d'entrée minimum qui a déjà été évoqué au cours de cette conférence. Donc, c'est 20 000 €, je le rappelle. Et j'en profite pour dire que c'est un ticket d'entrée vraiment accessible dans le monde du private equity par rapport à ce qui existe par ailleurs. Et je tiens à remercier Euraseo justement pour cet effort-là, parce que traditionnellement, Euraseo travaille avec des clients qui investissent de manière beaucoup plus significative. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a des questions sur les frais. On n'aura pas forcément le temps de répondre à ces questions immédiatement, mais je vous propose évidemment de vous rapprocher de votre conseiller Grisby. Toute l'équipe de conseillers, Jules et le reste de l'équipe sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu. Moi, je voulais simplement, il y a une question qui était relative également au risque. Je voulais peut-être qu'on conclue sur les risques. C'était vraiment passionnant. On a vu tout l'intérêt, tous les avantages liés à ce type d'investissement qui peut donc, attiser la curiosité de bon nombre de nos clients. Est-ce que, Luc, tu peux nous faire peut-être une synthèse des risques qui ont déjà été évoqués, mais une synthèse des risques associés à ce type d'investissement? D'abord, au plan réglementaire, on est sur le niveau de risque maximum. Pourquoi? Parce que le fonds est un FIA, un fonds d'investissement alternatif. Et dans la réglementation, dans l'échelle des risques aujourd'hui réglementaires, les fonds d'investissement alternatif, par défaut, sont classés en risque maximum. Donc, au niveau de l'échelle de risque, on est bien à 7. Bon, alors, ce qui est sous-jacent, en fait, le rationnel pour le classer en risque maximum au plan réglementaire, c'est qu'on est sur un produit qui est non liquide, qui investit sur des sociétés non cotées. Bon, dont acte. Donc, ça veut dire que si vous êtes intéressé par ces stratégies, il faut vraiment avoir une approche d'investissement à long terme. Donc, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, en termes de risque lui-même, on investit en capital sur des sociétés, sur un portefeuille de 25 à 30 sociétés à peu près. Le risque qu'on peut obtenir, qui puisse arriver, c'est une faillite d'entreprise. Et si l'entreprise fait faillite, on perd notre investissement puisqu'on est investi en capital. Donc, si on met 10 millions d'euros sur une société et que cette société fait faillite, ça vaut 0. Hein. Comment est-ce qu'on met la réponse à ça? C'est la diversification. Le fait d'avoir 25 à 30 sociétés en portefeuille, on ne va quand même pas avoir 25 à 30 faillites. Sinon, je ne sais pas où est-ce que… On ne serait pas Euraseo. Voilà, on a quand même une réputation sur le marché, on a une grande expertise, donc on sait ce qu'on fait. Mais le risque, effectivement, c'est qu'une ou deux sociétés, surtout, va faire faillite. Et après, la raison pour laquelle on pense que ça reste très gérable, c'est que, encore une fois, on n'est pas sur des sociétés qui sont dans le monde du capital risque. Hein. On a investi sur des sociétés qui sont dans la deuxième phase de leur vie, donc qui sont déjà établis sur le marché, qui ont des managements de qualité. Donc, on pense qu'il y a une meilleure prédictabilité en termes de développement de ces sociétés, mais effectivement, rien n'est jamais garanti. Hein. Clairement, ce genre d'investissement, il faut le faire avec une approche de diversification patrimoniale, de manière à se dire, voilà, on a une attente de rentabilité élevée, avec des risques qui sont associés, et on y va parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait avec ce fonds-là, c'est exactement la même gestion que celle que nous faisons pour le compte de nos clients institutionnels, que c'est fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sélection, et que si quelqu'un peut réussir sur ces stratégies, c'est Euraseo. Parfait. Écoutez, merci Luc, merci Adine, merci Jules pour vos interventions très claires. Nous, une fois de plus, on est très heureux d'avoir
pu vous présenter notre nouveau partenariat avec Euraseo et en particulier le fonds FCPR Entrepreneur Club, qui à nos yeux est très très qualitatif, sort du lot. On a une bonne vision chez Grisby, effectivement, de ce qui existe et ce qui est disponible en private equity aujourd'hui en France pour les investisseurs non professionnels. Et ce fonds est vraiment très très intéressant. On voit au travers de votre participation et du nombre de questions que nous avons eues, une fois de plus, on n'a pas pu répondre à toutes les questions et je vous prie de nous en excuser. On le fera ultérieurement. Vous aurez également accès au replay. On vous transmettra le replay si vous voulez le revoir intégralement, cette conférence, ou si vous voulez la transmettre à l'un de vos proches. Et nous restons chez Grisby, évidemment, à votre disposition pour répondre à vos questions complémentaires, celles que vous avez posées et auxquelles on n'a pas encore répondu au cours de cette séance. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence organisée par Grisby. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à tous.